Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, et bon débarras. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui, le texte que je vais vous lire aujourd'hui est un extrait de mon livre Mental Pax, mais c'est un extrait bien particulier, car c'est à cause de ce passage que Mental Pax n'a pas été édité par un éditeur. Il n'a jamais trouvé d'éditeur, sauf, bref. Donc, il n'a jamais trouvé d'éditeur sérieux, Mental Pax, à cause de ces quelques pages que je vais vous lire. Et j'ai tellement eu l'occasion de comprendre que c'était vraiment à cause de ces pages que Mental Pax ne trouvait pas d'éditeur, que je me suis dit un jour, il faut que je les enlève. Je les ai enlevés. Et puis là, récemment, c'était hier, je me suis dit, non mais attends, elles sont super importantes ces pages. Quelque part, j'ai un peu écrit tout le livre pour ces pages-là, et je les ai supprimées. C'est de la lâcheté. C'est pas la bonne route. Donc je les ai remises maintenant. Ça y est, je les ai remises dans Mental Pax. Alors, est-ce que je vais avoir le courage de vous les lire en entier? Parce que lire à haute voix, c'est un exercice que je trouve assez fatigant, en fait. C'est pas comme parler, quoi. C'est plus dur, vraiment, surtout si on cherche à bien articuler. Bon, je vais essayer quand même, c'est pas très long, ça fait quoi, 3 ou 4 pages, pas plus. Alors, voici donc comment ça commence. Alors, faut mettre un peu de contexte. Mental Pax, c'est un livre contre la dépression, contre le suicide, qui est, mis en scène dans un phare. C'est-à-dire que le lecteur et moi, on se retrouve dans ce phare au début du livre, et on s'y retrouve à intervalles réguliers. Donc ce phare, c'est un endroit idéal et très agréable, qui est favorable à l'introspection et aux prises de conscience. C'est pour ça que j'ai mis ce phare dans le roman. C'est pas un roman, même si ça se lit un peu comme un roman. Donc là, on revient dans le phare, en fait, alors qu'on l'avait déjà quitté un certain temps, parce que justement, je vais aborder ce sujet extrêmement délicat, problématique et tabou, et que donc je voulais préparer le lecteur en le mettant dans une atmosphère plaisante et agréable. Après toutes ces considérations préliminaires, j'entre enfin dans le vif du sujet et je commence ma lecture. Nous sommes à nouveau dans le phare. Nous y sommes à nouveau parce qu'en réalité ou en rêve, nous ne l'avons jamais quitté. Le soleil oblique de l'après-midi dore les tasses de porcelaine. Le chat fixe un point de l'espace. Ses prunelles translucides sont dilatées par l'attention. Il observe quelque chose d'invisible qui bouge dans la lumière. Dehors, sur la plage, des mouettes marchent à la recherche de nourriture. Elles voudraient se mettre quelque chose sous le bec. Sous son froid frisolis d'écume, la mer a pris une teinte chaude, presque rose. Pendant que je prépare notre goûter, thé à la cannelle, chocolat chaud selon une recette italienne, biscuits en forme de cœur et cake aux cerises confites, vous consultez des magazines et un grand et beau livre illustré de photographies posé sur une table basse. Ce livre, que vous feuilletez d'une main négligente en étouffant un bâillement causé par la faim, est intitulé « Les tueurs en série du XXe siècle ». Il y est question d'Henri-Désiré Landru, surnommé Barbe Bleue, du sinistre docteur Petiot, qui promettait à des personnes menacées par la Gestapo de les faire passer clandestinement en Argentine avant de les enfermer dans une chambre à gaz et d'observer leur agonie à travers un judas. De Charles Manson, qui commanda des meurtres pour en faire accuser la communauté des Noirs, d'Andrei Chikatilo, tueur, violeur et anthropophage, de l'infirmier Roger Andermatt, qui tua 27 patients par compassion, du docteur Harold Shipman, qui en tua 215 ou plus, du docteur Sigmund Freud. Hein? Comment? Sigmund Freud? Sigmund Freud, le père de la psychanalyse? Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, 2 pages après Albert Fish, surnommé le vampire de Brooklyn, c'est bien le nom de Freud et sa photo dans le livre. Comme son regard est torve, c'est vrai qu'il n'a pas l'air commode, on n'aimerait pas le croiser seul dans une rue mal éclairée. Mais comment ce penseur si respecté pourrait-il être un tueur en série? D'accord, il manquait de rigueur intellectuelle. D'accord, il a poussé bien des gens au suicide. D'accord, il se droguait. D'accord, il a fait de la publicité pour la cocaïne et l'homosexualité. D'accord, il a passé un pacte avec le diable et se prenait pour lui. Mais de là à imaginer
Qu'il soit un tueur en série, il y a un monde. Ou pas? Freud, tueur en série. Est-ce inouï, inconcevable, inimaginable ou au contraire naturel, prévisible, presque inévitable et en tout cas logique? Votre curiosité est surexcitée. Vous oubliez le côté qui se prépare, le monde qui vous entoure et vous plongez dans le livre. De tous les tueurs en série du XXe siècle, le docteur Sigmund Freud est probablement celui dont la psychopathie, la perversité et les idées tordues ont eu l'impact le plus large, le plus profond et le plus durable. Pendant des générations, 4 pour être précis, Freud a été considéré comme un grand penseur, un grand psychologue et même un grand scientifique. D'innombrables psychanalystes se réclamant de Freud ont appliqué ses théories et ses conseils à des patients qui ne se doutaient de rien. Les livres de Freud ont été étudiés dans les universités. On a longuement disserté sur la manière dont il convenait d'interpréter ses idées. On a célébré son anniversaire dans la presse. On a fait des films inspirés par ses théories. Des psychothérapeutes, des philosophes, des penseurs se sont imprégnés de ses idées et ont écrit d'autres livres, les disséminant plus largement. Dans certains pays, les théories de Freud ont même été enseignées aux jeunes dans les écoles, comme des vérités indiscutables. Les idées du tueur Freud se sont ainsi répandues dans le monde entier, teintant et contaminant l'imaginaire de millions de personnes sur tous les continents. Très tôt, des biographes ont repéré chez Freud des tendances homicides et un complexe de Caïn. Mais c'est seulement en 1983 que la vérité complète commença à émerger. Cette année-là parut Passion for Murder, The Homicidal Deeds of Dr. Sigmund Freud, bref, un livre d'Eric Miller, le premier livre écrit sur les meurtres commis par Freud. Cet ouvrage, très rigoureux, comporte plus de 500 notes et une documentation solide et minutieuse, à l'appui de la vérité enfin dévoilée. Freud a tué 6 personnes, dont son demi-frère John et certains de ses amis, car Freud avait une définition très personnelle de l'amitié. Eric Miller, journaliste sérieux et intègre, mais aussi écrivain au parcours brillant, fait preuve d'autant de précision que de rigueur dans son analyse. Il est arrivé à la conclusion que Freud a 6 meurtres sur la conscience, après avoir étudié de très près l'enchaînement historique des faits, les nombreux témoignages disponibles, la correspondance de Freud, ainsi que ses œuvres publiées, où Freud a glissé de nombreuses allusions à ces crimes. En recoupant ces différentes sources, Miller prouve de la manière la plus convaincante que Freud a 6 meurtres à son actif, c'est-à-dire à son passif. Et il ne s'agit là que des meurtres avérés. Aux dernières nouvelles, en 2015, il faudrait, dit Miller, revoir ce chiffre à la hausse. En 1994, parut un deuxième livre sur les meurtres de Freud, Deadly Dr. Freud, de Paul Scagnelli, titulaire d'un doctorat d'État et professeur de psychologie. Paul Scagnelli affirme que Freud a tué son vrai père, Emmanuel, qui était officiellement son demi-frère. Parallèlement, de nombreux biographes, non informés des meurtres commis par Freud, mais plus sérieux et objectifs que ses premiers hagiographes, exhumaient d'autres événements sordides de la vie de Freud. Toute une kyrielle d'escroqueries, de mensonges, de petites et grandes trahisons, et de fautes professionnelles gravissimes ont ainsi fait surface. À mesure que le portrait du docteur Sigmund Freud devenait plus ressemblant, l'image du savant génial et intègre laissait place à celle d'un scélérat, d'un authentique gibier de potence. À l'époque où Sigmund Freud était seulement considéré comme un théoricien, on lui a souvent reproché une certaine misogynie. La connaissance de ses crimes permet de corriger ce point de vue. Freud sexiste, pas du tout. Il ne faisait aucune discrimination et tuait tout aussi volontiers les femmes que les hommes. Voici la liste, probablement incomplète, de ses victimes. John Freud, tué par Freud en 1875, en été, probablement peu après l'anniversaire des 20 ans de John, le 13 août 1875, et probablement avec un couteau. Probablement castré et violé aussi. Mathilde S., tuée par Freud le 24 septembre 1890 par une injection de drogue. Freud a beaucoup expérimenté sur elle avant d'en arriver au meurtre. Le docteur Joseph Paneff, tué par Freud en 1890. Pauline Silberstein,
poussé par Freud du 4e étage de l'immeuble de son cabinet médical le 14 mai 1891. Donc il a poussé par la fenêtre. Le docteur Ernst von Flisch, d'abord rendu dépendant à la cocaïne, puis tué par Freud le 22 octobre 1891 par des injections massives de cocaïne et de morphine. Nathan Wise, tué par Freud en 1883, probablement par strangulation. Son corps a été retrouvé pendu dans des toilettes publiques. Pourquoi Sigmund tuait-il? Quels étaient ses mobiles? Tout d'abord, il faut savoir qu'il était dévoré par le sadisme et la haine, une haine qui s'étendait à toute l'humanité. C'est ce qui ressort de sa correspondance, où il exprime avec violence la rancœur qui le dévore. Et quand Freud aimait, sa passion se doublait toujours d'une violente envie d'assassiner l'objet de sa haineuse et envieuse adoration. Mais l'appât du gain était aussi un mobile puissant. Ainsi, Joseph Panet était un très riche ami de Freud qui l'avait inscrit, malheureusement, sur son testament. En l'assassinant, Sigmund visait donc son héritage. Freud était assoiffé d'or, de pouvoir et de gloire, et dans sa correspondance, il ne s'en cachait pas. Il faut aussi savoir que, d'après Eric Miller, qui apporte des arguments extrêmement convaincants pour soutenir cette thèse, comme beaucoup d'autres tueurs en série, Freud cumulait les perversions. Ses principales étaient l'inceste, avec ses sœurs et peut-être avec aussi sa mère, d'où le prétendu complexe d'Oedipe, la coprophagie et la nécrophilie. Bon, je traduis, manger du caca et violer des cadavres. Pas de viol sans victime et pas de nécrophilie sans cadavre. Tuer donnait à Freud l'occasion de satisfaire certains de ses goûts pervers. En mentant sur sa vie et en détruisant ses documents privés au cours d'autodafés répétés, Freud a cherché à mettre ses sordides secrets à l'abri des biographes trop curieux. Mais l'envie de se confesser le démangeait aussi. D'une manière plus ou moins voilée, dans sa correspondance et ses ouvrages, Freud évoque sa haine de l'humanité et fait allusion à ses pulsions homicides et aux meurtres qu'il a commis, avouant ainsi à demi-mot ses actes les plus inavouables. Cette ambivalence est classique. Les tueurs en série aiment tuer. Pour eux, l'assassinat est une victoire, un accomplissement. Ils sont très fiers de leur exploit et voudraient bien que tout le monde soit au courant, tout en craignant la prison et la peine capitale qui leur pend au nez, ambivalence qui les condamne à dire sans dire. Peut-être, cher lecteur, seriez-vous curieux de connaître les preuves des meurtres commis par Freud, mais ces preuves sont beaucoup trop nombreuses et complexes pour que je puisse les présenter ici. Je vous parlerai juste d'une petite phrase apparemment anodine. Une petite phrase, ou plutôt un petit fragment de phrase, que Freud a placé dans son grand livre sur les rêves, l'interprétation du rêve, qui a été publié en 1900. Donc voici le passage en question. Mon neveu, qui a 1 an de plus que moi, et qui vivait actuellement en Angleterre. Pas de quoi fouetter un chat? Relisez ce fragment de phrase. Vous n'y voyez pas quelque chose de bizarre? Si le neveu de Freud vit actuellement en Angleterre, pourquoi utiliser l'imparfait et qui vivait actuellement en Angleterre? Ce mélange de passé et de présent a quelque chose de troublant, vous ne trouvez pas? Et le trouble se change en malaise lorsque l'on apprend qu'à l'époque où Freud a écrit ces lignes, son neveu John était porté disparu depuis 27 ans. Freud ment donc lorsqu'il affirme que son neveu vit actuellement en Angleterre. Et le malaise se change en frisson fiévreux lorsque l'on découvre que Freud confesse hardiment et à plusieurs reprises qu'il a toujours haï John et rêvé de le tuer. Si l'on ajoute à toutes ces informations le fait que John a disparu à la période précise où Freud, âgé alors de 17 ans, s'est rendu en Angleterre pour rendre visite à sa famille, et donc à John, il n'y a plus vraiment de doute possible. Notez aussi que Freud parle dans sa correspondance, en mettant l'expression en latin, pour brouiller les pistes, de pulsion de John, pour désigner quoi? Ses envies de meurtre. Relisons la phrase. Mon neveu, qui a 1 an de plus que moi, et qui vivait actuellement en Angleterre. Si l'on réfléchit bien à ce que ce fragment de phrase implique et présuppose, on verra qu'il y a là une preuve décisive contre Freud. Qui, à part le meurtrier de John, pourrait affirmer que John, porté disparu depuis 27 ans, vivait actuellement en Angleterre?
Cet étrange et schizophrénique mélange de passé et de présent, c'est-à-dire de l'aveu, John vivait et il est mort, je l'ai tué, et du mensonge, je n'ai pas tué John, donc il est toujours vivant, n'est explicable que par la culpabilité de Freud. À noter que Freud a donné à 3 de ses enfants les noms de Mathilde, Jean et Ernest. Les mêmes noms que 3 de ses victimes. Comme pour mieux jouir de ses crimes par un rappel quotidien, ceci n'est qu'un minuscule échantillon des très nombreux indices ou preuves qui désignent Freud comme meurtrier. Pour les découvrir tous, ou presque tous, car il se pourrait que de nouveaux éléments fassent encore surface, lisez le livre d'Eric Müller, publié en français par mes soins sous le titre « Le livre noir de Freud ». Comme beaucoup de tueurs en série, Sigmund a une enfance difficile. Son milieu d'origine laissait vraiment à désirer, et c'est peu de le dire. Sigmund Freud naît le 6 mars 1856 à Freiberg, en Moravie, dans l'Empire austro-hongrois. Mais voilà que les complications commencent déjà. En effet, Freud prétendait être né le 6 mai 1856, et ce pour une excellente raison. Sa véritable date de naissance révèle que sa mère était enceinte de lui avant son mariage. La famille de Freud n'avait rien à envier à celle des Atrides. Sa mère a couché avec son beau-fils, ou peut-être avec ses beaux-fils. Le père officiel de Sigmund, qui était son grand-père, a tué sa deuxième épouse, et peut-être aussi la première. Il a aussi violé ses propres enfants. Serait-ce en généralisant son propre vécu que Freud a mis au point sa première théorie de la séduction? Peut-être. D'après cette théorie, tous les problèmes psychologiques, toutes les névroses, auraient pour origine des viols subis dans la petite enfance. Toujours est-il que, de victime, Freud est très vite devenu bourreau. Enfant, il prenait déjà plaisir à torturer les animaux. Beaucoup de chercheurs et de biographes se sont interrogés sur l'incroyable omerta qui pèse sur les archives Freud. Ainsi, par exemple, les archives Bernfeld sont inédites et jalousement gardées, les Jones Papers sont interdits d'accès et une immense part de la correspondance de Freud est inaccessible, toute consultation en étant strictement prohibée. Imaginez, certains documents ne seront consultables qu'en 2113. Censure inouïe que les nombreux chercheurs qui se sont intéressés à Freud ont qualifié de ridicule, grotesque, incompréhensible, absurde, suspecte, louche, bizarre, etc. Vous savez ce que tant de gens ignorent encore. Vous savez quels sont les renseignements que le cercle des Freudiens initiés cherche à soustraire à la curiosité légitime du monde extérieur. Car ce n'est pas la curiosité qui est morbide, mais bien les informations cachées. Quelle crédibilité conservera la psychanalyse lorsque tout le monde sera au courant que son fondateur était un pervers polymorphe et un tueur en série, ayant commis 6 meurtres minimum? Vous refermez le livre où vous avez découvert toutes ces informations renversantes et reprenez contact avec la réalité qui vous entoure. La réconfortante odeur du chocolat chaud, le ronronnement du chat, les rayons dorés du soleil. Mis à part l'aiguille de l'horloge qui s'est déplacée, rien n'a bougé ni changé depuis tout à l'heure, et pourtant vous sentez une différence. C'est peut-être vous qui avez changé. Chaque information nouvelle que nous assimilons, chaque secret que nous perçons, chaque vérité cachée que nous découvrons, nous transforme en profondeur en réorganisant notre vie intérieure. Dans votre esprit, la psychanalyse était jusque-là enveloppée par un voile obscur qui sait d'innombrables petits secrets, mais maintenant que vous connaissez son plus grand secret, celui qui donne la clé de tous les autres, ce voile se dénoue et tombe. La psychanalyse n'est que calembre d'aine et vaine foutaise, et Freud, son inventeur, n'est qu'un Landru ou un Petiot, comme tant d'autres. J'apporte le plateau avec le thé, le chocolat à la mode italienne, les petits gâteaux en forme de cœur et le cake aux cerises. Nous les dégustons et sirotons sans parler, bercés par le bruit du ressac et le cri pur et lointain des mouettes. Ici, nous sommes en sécurité, tout est paisible. Vous prenez une bouchée du gâteau et la mâchez lentement, sur un ton pénétré, avec une conviction profonde. Vous dites alors, Freud était un tueur en série, mais ce cake aux cerises est tout bonnement délicieux. Tout en touillant pensivement mon chocolat, j'opine du chef, en silence. Nous nous comprenons. Voilà, alors ça part un peu dans tous les sens. Enfin, c'est pas que ça part dans tous les sens, c'est que bon, ça arrive après, ce petit chapitre arrive après beaucoup d'informations sur Freud et sur la psychanalyse. Donc c'est pas, quand je vous le dis comme ça peut paraître bizarre, mais en contexte, ça ne l'est pas. Si vous voulez lire le livre noir de Freud, ben, il est en vente sur Amazon. C'est le livre d'Eric Müller, où il explique et prouve, démontre que Freud était bien un tueur en série. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.